Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du prologue du Dakar. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les différents classements dans les différentes catégories, puis bien entendu de l'analyse, voir qui a peut-être pas vraiment performé, s'il fallait bien être aux avant-postes ou pas être vraiment aux avant-postes. C'était la grande question ce matin de comment appréhender ce prologue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Ce soir, la Bahreïn Victorious en présentation des équipes. Vous avez également votre petit point Vendée Globe qui est également sorti un petit peu plus tôt dans la journée. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça c'est seulement si vous en avez les moyens. Deuxième moyen pour me soutenir, eh bien, vous cliquez rapidement sur les miniatures ou sur les notifications. Je commence tout de suite avec cette première étape. Oui, comme je le disais, c'était difficile de savoir comment l'appréhender. Pourquoi comment l'appréhender, ce prologue, plutôt que cette première étape? Eh bien, parce que certains voulaient avoir une bonne position de départ. Mais qui dit une bonne position de départ pour l'étape de demain, donc par exemple être 8e ou 9e dans l'ordre de départ, fait que tu gagnes peut-être cette première étape. Et si tu gagnes la première étape, ça veut dire que tu ouvres la 48 heures chrono. C'est pas très profitable d'ouvrir la 48 heures chrono. Deuxième solution, c'était de faire ce prologue en dedans. Se dire, bon, bah voilà, je vais rouler à 85-90% de mes capacités, mais déjà au risque de perdre un petit peu de temps pour le général, parce que contrairement à ce que j'avais dit hier, le prologue comptait pour le général. Ça change chaque année au niveau du Dakar, donc c'est ça qui est fantastique. Et puis c'est toujours très clair au niveau du règlement. Le Dakar, vous allez le voir encore cette année. Mais ça pouvait, on va dire, se dire, je perds un petit peu de temps. Le risque, c'est que demain, vous partiez 25e, 30e sur l'ordre de départ et que vous vous retrouviez dans la poussière et que vous tapez une pierre et que vous cassez votre voiture et que vous perdez 1 heure, 1 heure et demie dans le désert et vous perdez toute chance de victoire. Donc, il fallait bien réfléchir à quelle allait être la bonne stratégie. La stratégie, ça pouvait être de dire, bon, bah, je vais à mon rythme et puis je regarde un petit peu ce qui se passe. Oui, mais tu peux te retrouver dans une situation où tu te retrouves 10e, donc à partir de demain en tête, à ouvrir la route, parce que personne ne veut ouvrir la route, et à ne pas savoir ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire soit ne pas savoir si les mecs roulent super vite et te mettent 10 minutes dans l'affaire, donc tu perds 10 minutes et beaucoup de temps, mais l'avantage c'est que dans la 48 heures chrono, encore une fois, tu n'ouvres pas, donc tu peux reprendre ce temps-là facilement, ou te retrouver dans une situation où tout le monde s'arrête au cours d'étape, parce que personne veut ouvrir la 48e chrono et toi tu es le seul à rouler sur un bon rythme et puis tu te retrouves comme un con à ouvrir 2 jours d'affilée. Donc là aussi c'était loin d'être évident la manière dont il fallait aborder cette première spéciale du côté du Dakar. Daniel Sanders, lui, ne s'est pas posé de questions du côté des motos, vu qu'il s'est imposé aujourd'hui. Après, Daniel Sanders, c'est l'un des rares pilotes, l'Australien, qui est en capacité de gagner en ouvrant la route aussi. Donc, il n'avait pas forcément l'obligation d'attaquer, je pense, aujourd'hui avec sa KTM, mais il voulait montrer qu'il était à l'aise sur cette KTM qui a été quand même beaucoup modifiée. Notamment, c'est ce que disait Benjamin Melo sur le rallye du Maroc. C'est une moto qui est un peu différente, qui a été beaucoup plus conçue pour les terrains qu'on avait en Arabie Saoudite. Donc, c'est-à-dire peut-être meilleure dans tout ce qui est cassant, parce qu'il y a beaucoup plus de terrains cassants que ce qu'on pouvait avoir du côté de l'Argentine ou du Pérou. Donc, le moteur a été modifié. Un nouveau moteur, un petit peu meilleur également. Donc, ça change la donne du côté de la KTM. Alors Daniel Sanders s'impose avec des écarts qui sont minimes, vous allez le voir, tout simplement parce que l'étape était très courte. Il colle quand même 12 secondes à Rosbrench, le concurrent du Botswana, sur la Hero. Toujours on sait un concurrent de qualité, Rosbrench. Concurrent qui commence à avoir une petite expérience également. Et puis Hero qui a énormément progressé en rythme pur. C'est vrai que c'était une moto qui avait tendance à être quand même plus lente que celle de ses adversaires. Ils sont là depuis, ça doit faire 4 ans quand même, qu'ils sont là, 4-5 ans, Hero. Et on voit qu'ils commencent à bien connaître le terrain.
La moto commence à être très performante et il faudra se méfier, hein. Déjà l'année dernière, ils étaient en capacité de rivaliser avec KTM et Honda. Ça sera encore plus le cas cette année. Donc deuxième, Rosbranch. Troisième, Ricky Brabec. Qui a plutôt été rapide, hein, Ricky Brabec, parce que c'est vrai que c'est pas forcément aujourd'hui le pilote le plus rapide chez Honda, mais il a réussi à tenir le rythme de ses coéquipiers, à même être devant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on a un bon tir groupé, hein, chez Honda, avec Tosha Charena, avec Pablo Quintanilla également, et Luciano Benavides et Adrien Van Beveren. Ah oui, voilà, parce que j'avais le classement Rallye GP du côté donc des leaders du général. Skyler Oz 8, Buller 9e, Michek 10e dans cette catégorie Rallye GP. Mais en fait, si on regarde le scratch moto au général, vous voyez qu'il y a un Edgar Canet par exemple qui s'est infiltré. Alors Edgar Canet, il est techniquement en Rallye 2, mais il est dans l'équipe KTM Factory. Alors je sais pas comment il a réussi à être en Rallye 2 parce qu'il n'est même pas dans l'équipe basse. Il faut savoir que l'équipe basse, c'est l'équipe un petit peu réserve de la KTM. Et là, lui, il est même dans l'équipe 1. Mais il est en Rallye 2. C'est un rookie, mais on connaît l'école catalane, hein, du côté du Rallye Raid, et notamment Nani Roma, hein, notamment Marc Coma aussi, qui ont été des pilotes ultra performants. On sait qu'il y a une école espagnole du Rallye Raid. Alors certes, il y a eu Rohan Barreda, qui n'a pas été forcément le plus efficace, mais Edgar Canet, pour l'instant, il a montré sa bonne pointe de vitesse, donc devant Ricky Brabec. Et vous voyez que derrière, les Honda sont très présentes avec Adrien Van Beveren 8e. Ce qui veut dire qu'il va devoir peut-être ouvrir, hein, demain quasiment, parce que Skyler Oves, c'est pas vraiment le meilleur en navigation, et Michael Doherty, c'est un pilote Rallye D, donc pas forcément beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc il va peut-être se retrouver à ouvrir la route assez vite, Adrien Van Beveren, et à faire un petit peu la trace pour ses petits camarades, notamment ses équipiers Quintanilla, Charena, Brabec, mais également Benavides qui sera derrière lui. Après, encore une fois, hein, ne pas gagner l'étape de demain, c'est pas forcément un désavantage du côté d'Adrien Van Beveren, et encore une fois, la 48 heures pourrait faire mal au niveau du classement général d'entrée. Donc Skyler Oves est 10e. Parmi les coureurs, les pilotes qu'on aurait pu s'attendre à être un petit peu plus haut dans le classement, je pense à Bradley Cox, seulement 13e, le concurrent sud-africain. Il y a Tobias Epster qui a fait une belle spéciale aujourd'hui, lui qui avait remporté les Malmoto l'année dernière. Tobias Epster qui se retrouve 16e. Juste derrière Lorenzo Santolino, en sachant qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, hein, pour Sherco avec Anit Nora, le concurrent indien qui a abandonné d'entrée. Il s'est fait mal, il s'est fait une fracture du poignet, donc abandon pour l'Indien, lui qui avait remporté la catégorie Rallye 2 l'année dernière. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis on retrouve Rui Gonçalves qui n'est pas très loin. Et puis Stéphane Zvitko. On a également dans ce classement Romain Dumontier avec une Honda du team HRC, 22e, lui qui à une époque roulait chez KTM, qui est également en Rallye 2, Romain Dumontier. Et Messen Klein, voilà, qui a été plutôt rapide avec sa Koei. Donc vous voyez la moto chinoise, en sachant qu'il y a deux marques maintenant de motos chinoises. On y reviendra un petit peu derrière. Et puis donc Stéphane Zvitko, toujours là, 18e. On sait que c'est sur les étapes un petit peu plus longues où il pourrait être costaud. Benavides, un petit peu loin, peut-être une stratégie un petit peu à la Carlos Sainz, hein, du côté des autos, c'est-à-dire qu'il est parti tranquille, comme Mathieu Devez également, qui est dans l'équipe basse Rallye Team et qui est seulement 28e, et Yamaha qui est encore un petit peu présent avec notamment Antonio Maio, le portugais, mais plus de présence officielle, hein, de la part de Yamaha aujourd'hui au Dakar. Premier au scratch du côté des Malmoto, c'est Emmanuel Guinness, le roumain, ancien pilote très rapide, qui est juste devant Benjamin Melo, le français, que vous pouvez retrouver ses vidéos tous les soirs. Et puis surprise également, René Ignacio Cornero qui est parti tranquillement 36e, derrière notamment un Charlie Herbst, 34e, donc parti calmement sur sa Hero, et 2 minutes 39 de perdu. Voilà pour le Chilien
aujourd'hui, mais on voit un Jérôme Martini, par exemple, 41e, du côté des mâles moto, Yann Brabec, qui est là, et on descend un petit peu dans le classement. Donc, ah non, Harit Noah est reparti, l'Indien, parce qu'on nous avait dit poignet, on nous avait dit abandon. Donc non, il est reparti, puisque c'était ce qui a été indiqué sur le direct du Dakar. Alors là aussi, parfois pour avoir les informations, c'est compliqué. Donc il était marqué comme abandon, pour tout vous dire, sur le site. Et non, il semblerait qu'Harit Noah soit reparti, donc peut-être juste une douleur du poignet. Après, on essaiera de suivre ça demain s'il repart. Le concurrent indien, ça fait quand même 4,17 de perdu, donc 2 minutes, on va dire. 2-3 minutes sur les meilleurs en rallye 2 du côté de ce classement. Voilà, et puis on descend. Ils sont 134 au départ cette année et les 130, enfin ils sont même 135 je crois normalement. Mais il y a eu quelques désistements, on va dire, de dernière minute du côté de ce classement. Et le dernier a fini à 16 minutes. Un concurrent espagnol qui est en mâle moto. On regarde, tiens, le classement Rallye 2. Donc c'est Edgar Canet qui s'impose devant Doherty. Là on voit que les KTM ont été plutôt pas mal, même si on retrouve quand même Jakub Agurwright ou encore Romain Dumontier qui est présent, et le Bass World KTM Racing Team présent dans le top 10 déjà, hein, dans ce classement. Emmanuel Guénès qui a réussi à faire top 10 du côté des Rallye 2 et donc qui est en tête du classement des mâles moto, mais c'est serré avec Benjamin Melo, et de nouveau ils sont dans le classement, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière les concurrents qui avaient été performants en mâle moto ne pouvaient pas être dans le classement. C'était que les concurrents inédits, donc c'est fait qu'il y en a plein qui étaient en mâle moto mais qui n'étaient pas dans le classement. Et Benjamin Melo, Jérôme Martini sont de nouveau dans le classement. Et donc on les voit pour l'instant. Ils sont aux 3 premières places, concurrents d'expérience, voilà. Et puis pas mal il y a 3 novices quand même dans cette catégorie-là. Et là, il faut avoir l'envie, en étant rookie, de participer à cette catégorie. Mais voilà, encore une fois, Tobias Epster l'année dernière s'était imposé au général du côté des mâles moto. On passe en auto avec le classement Ultimate, et vous voyez que c'est Henk Lategan qui s'est imposé avec une petite seconde d'avance sur Mathias Ekström. On sait qu'Henk Lategan il a une grosse pointe de vitesse, et puis cette année chez Toyota, autant vous dire que c'est quand même ouvert en termes de hiérarchie, parce que on a du mal à savoir qui est vraiment le leader de cette équipe. On sait que la voiture est performante, mais avec le départ de Guillaume de Mévius, qui devait être le nouveau leader de cette formation, avec le départ également de Nasser El Attiyah, eh bien c'est très ouvert dans la hiérarchie du côté de cette équipe. Donc Henk Lategan en a profité. On sait que c'est le protégé de Giniel de Villiers, Henk Lategan, qui avait fini 5e l'an dernier, mais sans forcément faire des grosses pertes. Donc là, aujourd'hui, il a réussi à battre le spécialiste des prologues, le pilote peut-être le plus rapide en ce moment en rallye raid, c'est-à-dire Mathias Ekström, avec Emil Bergqvist, sur le nouveau Raptor de chez Ford M-Sport, avec l'engagement qui, l'année dernière, était au tout début, cet engagement, et qui désormais est un engagement vraiment officiel, avec 4 voitures au départ du côté de cette formation. Donc ça s'est plutôt bien passé du côté de Ford. Nasser El Attiyah et Edouard Boulanger 3e avec le Sunrider de chez Dacia. Nasser, normalement, sur les prologues, il y va à fond. Il n'y a pas vraiment de stratégie du côté de Nasser El Attiyah plus que ça. Donc je pense qu'il l'a fait à fond. Mais quand même 20 secondes de perdu sur Lategan et Mathias Ekström. Donc voilà, ça fait un petit peu de temps, même si encore une fois, Dakar est long, ça va pas jouer à 20 secondes près, mais ça veut dire qu'en termes de performance, le Ford M-Sport est très rapide, le Raptor, et il faudra s'en méfier. Le Lituanien Rokas Baciuska, qu'on connaît bien du côté du rallycross, est 4e. Baciuska qui est en Ultimate, avant il était en T3, mais on sait que c'est un pilote qui est très rapide, et on a vu l'année dernière avec Guillaume de Mévius que la marche entre les T3, donc c'est-à-dire les Challengers, et la catégorie Ultimate n'est pas si grande que ça. Donc parfois, on arrive très bien à progresser dans la hiérarchie devant Joao Ferreira et Felipe Palmeiro qui sont du côté du team X-Red.
donc qui ont devancé leur leader Guillaume de Mévus. Et puis le premier en 2 roues motrices, c'est le constructeur, le concepteur du Buggy Century, c'est Brian Baragwana, avec Léonard Kremer qui prennent la 6e place juste devant Sébastien Loeb et Fabien Durquin 7e. On avait l'impression qu'il pensait pas que ça allait aller aussi vite aujourd'hui, Sébastien Loeb. Il était déçu de sa place, pas forcément déçu de son pilotage et de sa performance, mais un peu déçu de sa place. Donc 7e du côté de Sébastien Loeb, mais souvent entre le Maroc et le rallye du Dakar, il y a une différence de niveau également. Et tout le monde était, j'ai l'impression, très remonté du côté des autos. Tout le monde voulait montrer la performance de sa machine du côté des leaders. Et puis Lucas Moraes, Arnon Moleon qui sont 8e devant Nani Roma et Lex Haro. Belle perf, 9e. Et Variavois et Cazalet qui sont 10e. Mais ça veut dire que Nani Roma va certainement se retrouver très vite à ouvrir la piste parce que le Sud-Africain, je ne sais pas s'il est vraiment doué dans cet exercice-là, à part si on avait une surprise d'un Nasser Al-Attiyah qui décidait d'ouvrir la route, comme ça avait été le cas l'année dernière, je crois, où il n'avait pas remporté le prologue, et il avait décidé d'ouvrir la route parce qu'il n'aimait pas le règlement, grosso modo, et que ça lui plaisait pas. Voilà, à Nasser Al-Attiyah, qui a désormais un nouveau copilote. C'est plus Mathieu Baumel, depuis l'an dernier. Il y a eu une rupture. Pas forcément d'un commun accord, on va pas se mentir, entre les deux. Et il a récupéré l'ancien copilote de Stéphane Peterhansel qui n'est pas présent sur ce Dakar. 11e Guerlain Chicherit, c'est presque la meilleure position pour Guerlain Chicherit, 11e, parce que il va partir 11e demain, donc il va avoir un bon ordre de départ. Lui donc qui est au départ, parce qu'on avait un doute, j'en avais parlé il y a 2 jours lors de la présentation, mais c'était presque la meilleure position. Juste derrière, vous avez Toby Price et Sam Sunderland, les duettistes de la moto qui sont derrière, et eux il va falloir s'en méfier dès qu'il va y avoir un petit peu de navigation, peut-être dès demain, parce qu'ils peuvent vraiment faire la bonne option. Procop, 13e avec son Ford, mais qui n'est pas un Raptor. Son Ford, qui est différent du Raptor de Chem Sport. Et puis on a cette Quintero, surprenant 15e, parce que c'est vrai que cette Quintero, on sait qu'il a une énorme pointe de vitesse, l'américain. Elle l'a démontré à de nombreuses reprises, mais il est parti calmement, alors à 50 secondes, mais peut-être parti un petit peu prudemment. Et puis Cristina Gutiérrez, sur le 3e Dacia Sandrider, une belle 16e place pour l'Espagnol. Donc les Sandriders qui sont déjà aux avant-postes. Autre surprise, c'est Al-Araji, qu'on a vu parfois plus incisif en début de Dakar, 18e, comme Mitchell Guthrie également, qu'on aura pu s'attendre un petit peu plus rapide. 19e Maja Guthrie avec le Ford M Sport. Et puis si on descend dans le classement, on a Carlos Sainz, seulement 25e, certains diraient, mais à 1 minute 40, ce qui n'est pas non plus catastrophique en termes de rythme. Il le sait, c'est long le Dakar, c'est compliqué. Donc il faut prendre son temps, et je pense qu'il ne voulait pas forcément ouvrir la piste. Le problème pour lui, c'est qu'il a quelques concurrents devant lui, qui ne sont pas forcément les plus rapides. Je pense aux concurrents, aux duettistes estoniens qui ne sont pas les plus connus. Peut-être également à Guy David Bottrill, le sud-africain également sur le Toyota Gazoo Racing. Donc voilà, il y a peut-être des concurrents, mais je pense à Krotos, je pense aussi à Manama. Ces concurrents-là, il va peut-être les rattraper assez vite, donc il va peut-être manger pas mal de poussière demain. Et puis Mathieu Serradori, aussi, qui s'attendait, je pense, à être un petit peu plus devant, voilà, qui ne s'attendait pas à ce que ça roule aussi vite aujourd'hui. Mathieu Serradori, Loïc Minaudier, et puis Lionel Beau et Lucie Beau, la famille Beau, qui se retrouve 30e à 1 minute 43. Christian Lavieille, 37e, qui est dit, il n'a pas amusé la galerie avec son buggy MD, comme Pierre Lachaume, voilà, et Simon Witt, qui est 31e avec Max Delfino, son copilote depuis quand même de nombreuses années. Et puis Isidre Esteve est là, l'espagnol, ancien pilote moto, 41e. Et si on descend un petit peu dans le classement, premier débutant, c'est Eric Van Den Brink, qui est le premier débutant au départ
Vandenbrink avec un SRT, donc c'est un buggy également, qui est 49e, voilà, du côté de ce classement. Et donc la mauvaise surprise, c'est de voir Guillaume de Mévus assez loin, crevaison du côté de Guillaume de Mévus, et crevaison qui n'a pas dû être superbement bien géré, parce qu'il se retrouve à perdre quand même 4 minutes 16 dans l'affaire, donc peut-être qu'il avait qu'une roue de secours et qu'il n'a pas voulu prendre de risque ensuite sur la suite de la spéciale, mais voilà, 4 minutes de perdu, crevaison au bout de 10 km de course. C'est sûr que c'est pas l'idéal avec ce nouveau Biggie Mini X-Red, nouveau moteur à l'intérieur de ce X-Red avec un moteur essence. Pas non plus l'idéal, c'est ce que disait également Carlos Sainz, parce qu'ils ont des moteurs atmosphériques et autant vous dire on était à 1200 mètres d'altitude et donc on perdait un petit peu de puissance dans l'affaire. C'est ce que disait également Christian Lavieille avec son buggy AMD, c'est-à-dire que les moteurs Atmo, on sait très bien que l'altitude c'est pas forcément l'idéal, même si c'est moins problématique que ce qu'on pouvait avoir en Argentine, ça reste voilà, des 1200 mètres, on perd peut-être 5% de puissance, mais 5% de puissance par rapport à un turbo, eh bien ça peut faire déjà des écarts. On regarde les autres catégories. Quand on y est, voilà, on continue avec la catégorie Challenger et un débutant qui s'impose, un doublé même de l'équipe jeune de chez Red Bull avec Corbin Liverton devant Gonçalo Guerreiro, le portugais. Red Bull en fait essaye de rajeunir un petit peu la catégorie du rallye raid et notamment la catégorie auto, et essaye d'amener des concurrents vers le rallye raid et notamment des concurrents américains qui sont plus habitués au baraque, au Dakar. Et ça fait depuis plusieurs années qu'ils font ça. Il l'avait fait aussi un petit peu avec Guillaume de Mévus, c'est-à-dire de soutenir voilà, des programmes avec des jeunes concurrents. Donc ça s'est plutôt bien passé voilà, pour ces deux leaders. Donc qui auront un bon ordre de départ demain. Devant l'ancien spécialiste de quad Nicolas Cavigliasso, l'Argentin, qui prend la 3e place avec un triplé derrière du team BBR avec Yassif Zedan et Michael Metsch et Dania Akil et Stéphane Duple qui sont 5e voilà, dans ce classement. Et puis eh bien, on retrouve dans le Nasser Racing Khalifa El Hattija qui est eh bien, de la famille de Nasser El Hattija. Donc c'est pour ça qu'il court dans l'équipe. Alors je sais plus si c'est, on va vérifier, mais c'est, je sais plus, il est dans la famille, je ne sais plus. C'est pas marqué. Voilà, mais il est sur un Taurus. Voilà, préparé dans l'équipe de Nasser El Hattija. Et puis on va redescendre un petit peu au classement pour voir comment ça s'est passé pour Alexandre Giroux. Il y avait déjà Antoine Méo avec un nouveau buggy de l'équipe Apache Automotive, eh bien, qui a fini 21e à 1,31. Voilà, qui a pris qui n'a pas voulu aller trop vite aujourd'hui. Et puis Alexandre Giroux avec son équipe, Jérémy Giacomelli, 25e aujourd'hui à 2 minutes 17, lui aussi spécialiste du quad, mais encore une fois la catégorie quad a disparu, donc il est reparti sur des SSV dans cette catégorie Challenger. On a pas mal de concurrents qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le Dakar. C'est très ouvert, voilà, cette catégorie cette année, parce que c'est vrai qu'on avait des mecs qui dominaient, sauf que les mecs qui dominaient sont partis en Ultimate pour pas mal. Quelques-uns sont retournés en T4, donc en SSV. Donc c'est ce qui fait ces petites différences-là. On passe à la catégorie SSV, là aussi un concurrent débutant avec Brooke Hager et Max Eddy du Sébastien Loeb Racing, qui renforce l'équipe autour de Xavier de Soultret. Eh bien ça s'est plutôt bien passé pour eux avec la victoire d'étape devant le Canam de González Ferrioli, et donc Xavier de Soultret, vainqueur de cette catégorie l'an dernier, qui repart 3e à égalité de temps avec Sarah Price. Ça s'est joué je crois à 1/10 près avec Sarah Price. On sait que Sarah Price, il va falloir également la suivre dans cette catégorie-là, elle sera très dangereuse. Et puis Chaleco Lopez qui est là, 5e également sur un Canam, lui qui avant était en Challenger. Ça fait partie voilà, des concurrents qui sont repassés
en SSV. Et puis Joao Montero, 6e, Florian Vessade, 10e aujourd'hui, du côté du Sébastien Loeb Racing, Emmanuel Andouillard, 8e par exemple, Xavier Panseri qui était l'ancien copilote de Guillaume de Mévus, eh bien, qui a retrouvé un autre pilote avec Fernando Alvarez Castellano dans cette catégorie-là. Il faut savoir que Xavier Panseri, autant en rallye, il est resté fidèle à Brian Bouffier pendant des années, autant en rallye raid, il change régulièrement de coéquipier. Puis Gérard Fares, assez loin aujourd'hui, voilà, 14e, 1 minute 36 de perdu. Voilà, on sait que c'est un concurrent qui est capable d'aller plus vite, donc je pense qu'il a pas forcément forcé son talent, voilà, sur cette première spéciale. Et puis pour les Berrichons, Claude Fournier, 32e avec son buggy de l'équipe MMP. Voilà, du côté de ce classement. On passe à la catégorie camion. Eh bien, c'est pas Martin Machic, voilà, qui s'est imposé, mais c'est quand même un Iveco préparé par Martin Machic. C'est Michel Vandenbrik, voilà, qui s'impose aujourd'hui sur son camion, devant un débutant dans la catégorie, mais qui a déjà beaucoup d'expérience au Dakar en auto, Vaidostas Zala, le lituanien, avec Paulo Fiusa aussi, qui a beaucoup d'expérience en termes de copilotage, notamment en auto, donc ils sont deuxième, et donc Martin Machic qui est troisième avec son équipage. Je rappelle que ce sont des équipages de 3 parce qu'il y a un copilote et il y a un mécanicien, car par exemple changer une roue c'est très compliqué sur ces véhicules là, donc il faut au moins être 3, et même 3 ça peut être difficile. Alex Lopez 6e, mais vous voyez hein, que les écarts sont extrêmement réduits. Martin Vandenbrik 8e et à moins d'une minute. Donc Anya Van Loon également, la féminine, est 9e. Donc voilà, c'est des écarts extrêmement réduits. Le premier Hino de la famille Sugawara est 15e. Et voilà, on redescend un petit peu. Le véhicule d'assistance, voilà, de Dacia Sandrider est 17e. Par exemple, parce que vous savez qu'il y a aussi des concurrents qui font camion d'assistance en même temps pour les équipes. Donc ce sont des assistances rapides qui sont également dans le classement camion. Donc tous ne font pas forcément la bagarre pour le général. Le Dakar classique, pour l'instant, il n'y a pas de classement. Pourtant, il y avait bien un prologue hein, dans cette catégorie, mais pas de classement du côté de la catégorie Dakar classique. Et en Mission 1000, eh bien, c'est Benjamin Pasquale, l'Argentin, qui a fini l'étape et qui a pris un bonus de 10 points également, donc c'est ce qui lui permet d'être devant. Un seul concurrent n'a pas fini l'étape, voilà, c'est Ye Yang sur son Segway, donc une petite moto électrique, voilà, qui n'a pas réussi à finir cette spéciale. Demain, le programme de la première étape de ce Dakar. Alors sauf en Dakar classique, hein, mais en auto-moto, ça sera la même étape, c'est-à-dire 86 km de liaison et 413 km en tout. On repartira hein, du camp de base pour le moment de Bichat pour revenir à Bichat, hein, vu que les 48 heures chrono tournera également autour de Bichat. Une étape qui est considérée comme très varié en termes de terrain. On va le voir au niveau du profil, on aura du caillou, un petit peu de sable, des pistes rapides, pas vraiment de dunes hein, sur cette étape, il faudra attendre encore un petit peu pour en avoir, mais quelques cailloux, voilà, des parties un petit peu trialisantes qui sont parfois compliquées à gérer pour les concurrents, et puis des pistes plutôt rapides, voilà, sur cette spéciale. Particularité également de cette journée, la navigation ne sera pas aisée, notamment en milieu de spécial. C'est ce qu'indique l'organisateur, donc ASO et David Castera, qui indique qu'il y aura pas mal de changements de direction et parfois pas forcément évident de savoir quelle route dans les croisements il faudra prendre, laquelle route sera la bonne. Donc il faudra faire attention du côté des concurrents demain. En termes de navigation, on pourrait être un petit peu cueilli à froid et se tromper, donc il ne faudra pas faire d'erreur. Voilà, demain en termes de navigation, et puis surtout il faudra réfléchir à la stratégie. Faut-il gagner cette étape là, et ce qui pourrait faire perdre beaucoup de temps en ouvrant la route le lendemain, car je rappelle que sur la 48 heures chrono, les motos partent d'un côté, les autos, les camions partent de l'autre. C'est à dire qu'on l'arrivée
des autos est en fait le départ des motos, et donc l'arrivée des motos est en fait le départ des autos. Si vous avez un petit peu compris l'idée dimanche. Donc il va falloir réfléchir parce que ça veut dire ouvrir la route sans du tout avoir de traces. Et ça, pour les pilotes auto, c'est un petit peu leur grande peur. Donc ça va être la grande question. Et avec des courses qui vont en fait se croiser. Donc là aussi, au niveau des repères, au niveau des traces, ça va pas forcément être toujours évident. Même pour le deuxième jour. Donc il va falloir bien réfléchir. Bon, on y reviendra encore demain sur la 48 heures chrono. On aura pas mal de choses à dire sur cette étape, sur le déroulement de cette étape. Mais voilà, encore une fois, la grande interrogation demain, c'est va-t-il falloir ou non remporter l'étape et comment faire pour ne pas gagner l'étape? Et ça va pas être facile à savoir pour les pilotes qui ouvriront la piste, donc ceux qui étaient 10e, entre 8 et 10 aujourd'hui au niveau du prologue, hein, parce que je rappelle que le prologue permettait aux 10 premiers de choisir leur ordre de départ, mais en fait les 5-6 premiers peuvent vraiment choisir leur ordre de départ, parce qu'en fait du 8e ou 10e, c'est les places qui restent, et autant vous dire que c'est les 3 places les plus devant, parce qu'on sait très bien qu'ouvrir la piste, c'est un problème, parce que vous perdez beaucoup de temps dans l'affaire, donc on verra comment ça se passera demain, mais il y aura peut-être une réflexion à avoir sur est-ce qu'il faut ou non que je gagne cette spéciale-là, ou peut-être que certains concurrents n'en auront rien à faire. Peut-être aussi il y aura des stratégies d'équipe demain, donc ça il faudra le voir. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Ce soir, Bahreïn Victorious, demain Dakar Vendée Globe, encore une fois, de prévu sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.